Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et de Cyril et nous allons vous parler de vidéo. Comment s'y prendre pour réaliser une bonne vidéo et pourquoi est-ce que c'est important ? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode du Pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vidéos et plus précisément de celles que nous utilisons pour alimenter les réseaux sociaux d'une marque. Donc pour aborder ce sujet, je suis avec Brian, mais également avec notre invité du jour, Cyril, qui connaît bien ce sujet, puisque c'est le cœur de son activité, la création de contenu vidéo. Cyril, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. D'accord, eh bien bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, je suis très content d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Donc je m'appelle Cyril, je vis à Nantes, enfin à Rezé, c'est juste à côté. Et j'ai fondé l'agence Racine, qui est une agence de production de contenu vidéo. Alors petite parenthèse, Racine, ça s'écrit R-A-S-I-N, ça veut dire racine en français et c'est orthographié en créole haïtien. Donc c'est un petit clin d'œil à mes origines, et puis c'est aussi l'illustration de l'idée que je me fais de la communication. Pour développer une stratégie sur le long terme, il faut des racines ancrées et des fondations solides. Parenthèse refermée. Donc ce que je fais tous les jours, pourquoi est-ce que je me lève tous les matins, c'est pour être aux côtés d'entreprises profondément humaines. Ça c'est quelque chose qui est très très important pour moi, qui portent des projets qui ont du sens, qui ont un impact positif, que ce soit au niveau social ou environnemental, enfin dans la mesure du possible. C'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, un impact positif, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc j'aide ces entreprises à avoir plus d'impact dans leur communication grâce au pouvoir de la vidéo. Et je parle de pouvoir parce que la vidéo aujourd'hui, c'est un média qui est vraiment fascinant pour justement avoir plus d'impact dans sa stratégie de communication. On va avoir l'occasion d'en parler, je pense, dans cet épisode. Et l'idée, c'est d'être à côté de ces entreprises pour les aider à relever tous les défis qui se dressent sur leur chemin, voilà, pour les accompagner et faire rayonner leur identité, leur message, leurs valeurs et puis leur savoir-faire, bien évidemment. Donc voilà pour ce que je fais. Super, merci pour cette belle présentation. Alors, nous, on a eu l'idée de ce sujet avec Brian suite à notre épisode sur la création de contenu photo pour les réseaux sociaux, donc que vous avez pu entendre il y a 2 mois déjà avec Marine. Donc, la question de la qualité des vidéos que l'on partage sur les réseaux sociaux, elle est également très importante et elle fait partie de notre quotidien à l'agence. Et d'ailleurs, si vous avez écouté notre épisode sur la création de contenu photo, vous savez que ce n'est pas une chose simple à faire, mais la vidéo, on est souvent un cran au-dessus en termes de difficulté. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a la qualité du son qui entre en compte, en plus de la qualité d'image, mais également la structure pour inciter le lecteur à aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc beaucoup de personnes ne voient pas la différence entre une bonne et une mauvaise vidéo, ou une vidéo de qualité ou de moins bonne qualité. Donc aujourd'hui, on est là pour voir ça avec Cyril, qui va nous parler de tout ça. Donc comprendre en quoi est-ce que cela est vraiment important, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire une bonne vidéo simplement, avec des astuces, en toute simplicité, comme d'habitude. C'est parti ? Eh ben c'est parti. Alors, justement, je parlais dans l'introduction du fait de faire une bonne vidéo. Alors, selon toi, quels sont les critères qui caractérisent une bonne vidéo ? Alors, pour répondre très simplement, pour moi, une bonne vidéo, quand une marque fait une bonne vidéo, c'est une vidéo qui est à la fois à l'image de ce qu'elle est en tant que marque, en termes d'identité, en termes de valeur, en termes de vision, en termes de message, et une vidéo qui va correspondre à la cible qu'elle souhaite toucher. Souvent, quand on parle de bonne vidéo, on va tout de suite penser à la technique. Alors bien évidemment, il y a effectivement des règles de base à avoir, comme tu disais Gwen, le son, ça c'est une question qui est très très importante, la qualité visuelle également, mais souvent, ce que je remarque dans mon métier, c'est que les marques mettent le paquet sur ces éléments-là, sans avoir la réflexion de
qu'est-ce qu'on raconte dans notre vidéo. Bon, c'est le fond avant la forme, au final. Exactement. C'est quelque chose qui est très important d'avoir à l'esprit. C'est qu'on peut avoir les meilleures vidéos du monde pour notre marque. Si elles ne correspondent pas à l'audience qu'on souhaite toucher et qu'elles ne sont pas l'illustration de ce qu'on est en tant que marque, ça ne marche pas. Donc c'est à la fois un excellent outil, hein, et comme on disait dans l'introduction, la vidéo, c'est vraiment un média qui peut faire passer une marque dans une autre dimension. Maintenant, attention, il y a quand même 2-3 questions à se poser avant de mettre ce média-là à son service. Et alors, juste avant les questions à se poser, les questions à se poser, la première déjà, et d'ailleurs au-delà d'une question, je pense que c'est un constat qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est dans une époque formidable aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est votre terrain de prédilection, les réseaux sociaux, l'espace digital qui est Internet. C'est absolument super parce qu'à n'importe quel moment, on peut toucher notre cible, quel que soit l'endroit où elle se trouve, quel que soit le device qu'elle est en train d'utiliser. Donc ça, c'est absolument génial. En revanche, ça pose un problème, c'est que vu que c'est extrêmement facile de faire une stratégie social media, enfin en tout cas de créer du contenu pour toucher son audience, eh bien tout le monde le fait. Donc ça pose un problème qui est... alors, moi, j'aime pas trop le terme de la concurrence, mais plutôt l'abondance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle marque se met sur les réseaux sociaux, peut avoir une stratégie pour aller toucher ses clients. Sauf que, comme je le disais, on n'est pas les seuls à faire ça. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans une guerre de l'attention aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est vraiment quelque chose que je répète à mes clients, c'est que vous n'êtes pas les seuls à aller sur les réseaux sociaux pour toucher vos clients potentiels. Donc, bien comprendre ça, c'est pour moi un bon point de départ. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que la vidéo, c'est vraiment le média dont on a besoin aujourd'hui ? Même si c'est effectivement le média un peu paillette, hein, on est vraiment dans quelque chose qui attire, parce que tout de suite, on va se dire qu'il va y avoir plus d'engagement, on va pouvoir marquer les esprits. Ça, c'est vrai, mais est-ce que la cible qu'on souhaite toucher a l'habitude de consommer des vidéos ? Peut-être pas. Il y a aujourd'hui des marques qui fonctionnent très très bien sans avoir recours à la vidéo. Donc, deuxième question à se poser, est-ce que nous, en tant que marque, la vidéo s'intègre dans notre stratégie, dans notre ADN, et est-ce que la cible qu'on souhaite toucher, est-ce qu'elle a envie de voir des vidéos, quoi. Donc ça, y a de l'interaction à avoir, il faut faire des tests, c'est un peu comme n'importe quel levier, finalement, dans une stratégie de communication. Et puis la troisième question à se poser, et là, ça ouvre la question notamment de l'équipement, si jamais on a une marque qui part de zéro, qui se pose 1 milliard de questions sur qu'est-ce qu'on doit acheter comme matériel, est-ce qu'il faut tout de suite qu'on ait un énorme studio de production avec des lumières, avec des micros dans tous les sens et tout ça. Alors pourquoi pas, mais la question là à se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on a envie de produire ? Et aujourd'hui, la vidéo, elle se décline sous plein de formats différents. Ouais. Du format long, du format court, et au final, en fonction de ce que vous avez envie de créer, un smartphone, c'est bien suffisant pour commencer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et justement, tu fais bien de le souligner. Aujourd'hui, quand on dit on va faire une vidéo, il y a déjà la question de la durée qui va la caractériser comme plutôt longue ou plutôt courte. Mais au-delà de ça, en fonction de la diffusion, il va y avoir aussi ces dimensions. Finalement, on peut faire du 16:9. Si on va sur YouTube, on peut faire du carré si on veut que ce soit transposable d'un réseau à l'autre. On peut même faire du 9:16 si ça passe en story. Et donc, effectivement, on a une multiplicité comme ça de formats qui fait qu'on doit se poser la question au préalable de ce contenu vidéo, qu'est-ce que je vais en faire derrière ? On ne se dit pas je vais faire une vidéo parce que j'ai envie de la faire, parce que c'est des paillettes, parce que on sait que ça va fonctionner, mais c'est vraiment derrière où est-ce qu'elle va être diffusée et donc quel est le format le plus opportun. Et la structure du coup va être totalement différente. Exactement, c'est ça, je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire, Morgane. Il ne faut pas céder aussi aux tendances, c'est pas parce que tout le monde en fait de la vidéo qu'il faut absolument en faire. Moi j'aurais tendance, puisque évidemment c'est mon cœur d'activité, j'aurais tendance à dire pourquoi pas essayer certains formats, parce que comme on vient de le dire, il y a plein de formats possibles à tester, que ce soit aller directement sur YouTube. YouTube a cette caractéristique assez intéressante que c'est un moteur de recherche. Donc il se peut que dans nos clients potentiels, il y ait des gens qui ont des requêtes sur YouTube, et ça serait dommage qu'on n'apparaisse pas dans leur recherche. Maintenant, juste faire des stories pour raconter le quotidien de sa marque, c'est de la vidéo aussi. Et ça, pour le coup, il n'y a pas besoin de se former pendant des heures. Et j'ai même tendance à dire que notre audience
va pas du tout, enfin va pas trop faire attention à la qualité de ce qui se passe en story. Si on est vraiment dans une approche de transparence, d'humanisation, voilà, le format story, donc que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, même si sur LinkedIn, les gens, j'ai l'impression, ne savent pas trop comment s'approprier tout ça en ce moment. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a vraiment toute cette réflexion à avoir avant de se lancer. Et puis il faut faire des tests, et voir ce qu'il en ressort. Mais oui, globalement, quand même, ça reste un média qui provoque beaucoup d'opportunités. Juste une statistique comme ça. Aujourd'hui, on a près de 82% du trafic Internet mondial qui est de la vidéo. Donc on pourrait imaginer une très grande autoroute sur laquelle tous vos clients ils sont en train de passer et vous n'avez pas votre magasin, enfin vous n'êtes pas là, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, il faut faire attention à comment est-ce qu'on met ce média à notre service. Alors justement, tu parlais de se poser les bonnes questions. Quel peut être le côté négatif pour une marque qui ne se pose pas les bonnes questions avant de se lancer ? Eh bien, les côtés négatifs, elle peut du coup perdre beaucoup de temps à produire des vidéos, à tout de suite penser à l'artillerie lourde, c'est-à-dire on va lancer une chaîne YouTube parce que voilà, YouTube c'est l'endroit où il faut être. Donc on va commencer à acheter du matériel, à tourner des longues vidéos et puis on va faire un gros montage avec plein d'effets partout, on va diffuser à notre audience. Résultat, personne ne regarde. Oui, donc c'est un investissement qui n'aura servi à rien. Ouais. Exactement. Ça marche. Au final, c'est exactement la même approche, les mêmes questions, les mêmes erreurs que quand on va accompagner une marque qui veut se développer sur les réseaux sociaux. On en parlait d'ailleurs un petit peu en off avant, mais nos métiers, c'est des métiers quand même d'évidence. Il n'y a rien de très complexe en soi, à condition de se poser les bonnes questions, de ne pas se précipiter. Mais on retrouve dans la vidéo, dans ce que tu dis, ce que nous, on retrouve aussi quand une marque veut aller sur les réseaux sociaux. On dit, attention, avant de se lancer, il faut se poser certaines questions, il faut tester, il faut observer. Enfin, voilà, on ne fonce pas tête baissée. Il faut aussi savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on a envie de raconter aussi aux personnes que l'on souhaite cibler, parce que voilà, on a peut-être envie de raconter des choses qui nous concernent, mais peut-être que ça n'intéressera pas les personnes que l'on cible. C'est exactement ça, il y a vraiment un effort à faire, enfin un effort normalement, c'est pas un effort puisque dans ma conception, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on a envie de développer une marque, je pense qu'il y a cette connexion ultra profonde avec son audience qui doit être là, de fait. C'est-à-dire qu'on non seulement on sait comment, avec notre produit ou notre service, on va répondre à une problématique, mais on essaye vraiment d'aller au-delà et de voir quel impact réellement on a envie d'avoir sur sa vie. Et normalement, si on a bien fait ce travail-là, la vidéo, ça devient assez évident et on est assez capable de voir si lancer tel format vidéo, ça va convenir ou pas. Donc ouais, le risque, c'est ça, c'est vraiment de perdre beaucoup de temps et du coup de manquer d'impact, quoi. Donc, et j'ai aussi tendance à dire que parfois c'est un peu dommage parce que le fond de certaines vidéos est super intéressant, mais pour le coup la forme est totalement négligée. Donc c'est à dire qu'on va avoir par exemple, allez, on peut prendre je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, une interview par exemple d'un dirigeant. Exactement, interview d'un dirigeant. Ce que raconte le dirigeant, c'est super intéressant, mais soit il n'y a pas de micro. Ou pas de lumière. Ou pas de lumière. Donc là, c'est dommage parce que du coup, la personne qui va regarder cette interview va se focaliser sur « Ah, le son, il est un peu bizarre. Ou c'est bizarre, on a l'impression qu'ils ont enregistré cette interview dans le noir. » C'est un peu dommage. Donc il y a vraiment cet équilibre à avoir entre le fond et la forme. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Maintenant, sans rentrer non plus dans des logiques de surproduction, il y a quand même un minimum à avoir. J'ai une question qui me vient. Quand on a fait l'épisode sur les photos, Marine nous disait quelque chose qui était très intéressant, c'est que aujourd'hui, on a tendance à d'abord penser la photo pour les réseaux sociaux, puis après voir comment on peut l'exploiter sur le site web, alors qu'il y a plusieurs années, c'était d'abord pour le site web et après on voyait comment on pouvait l'utiliser pour les réseaux sociaux. Est-ce que pour la vidéo, c'est pareil finalement ? Est-ce qu'on pense d'abord les vidéos pour les réseaux sociaux et après on voit comment les exploiter sur un site internet ? C'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui, c'est quand même beaucoup celle-là, parce que l'endroit où on rencontre son audience le plus souvent dans une journée, ça reste quand même beaucoup les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a cette logique tu parlais des formats tout à l'heure, eh bien, moi c'est ce que je conseille aux marques que j'accompagne, il y a toujours attention, si vous voulez filmer pour les réseaux sociaux,
pensez bien dans votre cadre à ce que ça corresponde à un écran de téléphone, donc soit en format story, en format portrait, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important effectivement à avoir à l'esprit, c'est de se dire c'est quoi l'endroit où est-ce qu'on va diffuser notre vidéo, pour pas se retrouver dans la panade si jamais on se rend compte que on a filmé avec le téléphone à la verticale alors qu'en fait on va aller sur YouTube, du coup on va avoir des bandes noires sur les côtés. Ce qui en soi n'est pas une catastrophe, mais c'est un peu dommage. Donc moi ça c'est un conseil que je peux donner d'ailleurs aux personnes qui ont envie de se lancer avec ce média-là, c'est de se dire si vous n'êtes pas sûr, filmez toujours avec votre téléphone à l'horizontale. Parce que vous pourrez toujours recadrer par la suite pour passer d'une vidéo en 16/9 sur YouTube à un format carré pour aller sur Instagram ou même exploiter en story. L'inverse n'est pas possible. Si vous filmez avec le téléphone à la verticale, vous ne pourrez pas agrandir l'image. Ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est une astuce qu'on a aussi beaucoup pour les photos. Où souvent, on va dire à nos clients, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un horizontal. Vous partez du principe que sur les côtés, il va y avoir des marges qu'on va pouvoir rogner. Et donc, vous placez le sujet vraiment au centre, ce qui permettra d'adapter derrière les éléments. Donc, c'est pareil pour la vidéo au final. C'est la même logique. Et puis, c'est vraiment cette tendance de consommation. Comment est-ce que les gens consomment aujourd'hui du contenu? On est beaucoup sur du mobile. Donc, il y a effectivement cette nécessité d'avoir ça à l'esprit. Et ce qui est intéressant en plus aujourd'hui avec les outils de production, alors non seulement qui se démocratisent à vitesse grand V, comme on le disait, un smartphone aujourd'hui ça suffit, c'est intéressant de se dire je vais produire un contenu et les gens vont consommer ce contenu avec le même appareil. C'est quelque chose qui est assez intéressant dans la logique de production. Et c'est pour ça que ça permet d'avoir une certaine créativité dans la façon de filmer. Et c'est assez ludique, quoi. C'est aussi pour ça que c'est un frein que les gens, je pense, auront de moins en moins, de se dire je vais faire des vidéos, je vais filmer des vidéos. Le smartphone, c'est quelque chose qu'on utilise quand même. La barrière à l'entrée est quand même... Il y a beaucoup moins de barrières que par rapport à moi quand j'ai commencé. Et encore, j'ai pas non plus commencé il y a 20 ans, mais on était avec des caméras, avec des cassettes, où il fallait que je rentre à la rédaction, parce que j'ai une formation de journaliste audiovisuel à la base. Donc, on va rentrer avec les caméras et les cassettes, faire ce qu'on appelle un dérush, donc ça veut dire regarder les images pour faire le montage et tout ça. Là aujourd'hui, avec une application sur le téléphone, vous venez tourner, vous faites un montage instantané et c'est envoyé directement sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même assez magique. C'est beau. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, donc, pour une entreprise qui a compris l'importance de se poser les bonnes questions et qui a envie de se lancer dans la vidéo, les étapes clés à suivre pour savoir par quoi commencer et un petit peu le cheminement à suivre pour à terme avoir une vidéo assez simplement? Ouais, il y a 3 phases pour moi dans la production d'un contenu vidéo. Alors pour que les gens comprennent bien, on va prendre l'exemple d'une vidéo YouTube par exemple. C'est-à-dire qu'on est une marque, on lance sa chaîne YouTube et on a envie d'alimenter en contenu, d'apporter, en tout cas d'illustrer notre expertise. Donc reprenons notre interview des dirigeants tout à l'heure. La première chose à faire, ça va être de réaliser ce qu'on appelle un script. Donc un script, comme au cinéma. Au cinéma, vous avez un scénario, un storyboard, donc on est dans des logiques beaucoup plus importantes. Mais finalement, c'est important de garder cette même logique de production. Donc le script, c'est un document qui va vous permettre d'imaginer le fond et la forme de votre vidéo. Donc le fond, c'est quoi le message qu'on a envie de faire passer dans cette vidéo? Ça répond à quel objectif? Et c'est pour quelle audience? Parce que parfois dans une audience, on peut segmenter. Donc est-ce que c'est pour toute l'audience ou est-ce que c'est pour une partie de l'audience? Ce qui va vous permettre déjà d'imaginer le format. Est-ce que c'est plutôt une interview? Est-ce que c'est plutôt un reportage? Est-ce que c'est plutôt une petite capsule sur les réseaux sociaux? Et puis le ton aussi. C'est important de se poser la question à ce moment-là, dans la façon de produire votre vidéo, en fonction de la cible, de l'objectif. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on a une approche plutôt on est dans la proximité ou plutôt corporate? Donc là, ça renvoie encore une fois aussi à l'identité de la marque. Donc voilà, le script va permettre d'imaginer le fond et la forme de la vidéo. Donc la forme, on va pouvoir imaginer, en fonction du message qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu'on met comme type de plan en face. Donc là, ça rentrait dans des détails, tout ce qui va être plan large. Est-ce qu'on filme plutôt la personne avec un fond derrière ou
À l'inverse, est-ce qu'il faut que le fond soit neutre? Enfin voilà, c'est à ce moment-là qu'on se pose toutes ces questions. Donc finalement, le film, la vidéo, elle commence Faut à déjà se construire. l'imaginer, en fait. Exactement. Ouais. C'est vraiment la même logique qu'au cinéma. Hein. Si on prend Tarantino, c'est pas au moment où il arrive sur son plateau de tournage qu'il se dit bon bah on y va quoi. Donc ça, c'est une erreur que je vois d'ailleurs trop souvent chez certains de mes clients. Enfin en tout cas au début quand on travaille ensemble, c'est de vouloir faire de la vidéo, mais sans avoir cette première étape du script, où on se pose 2-3 minutes et on réfléchit un petit peu pour pas partir dans tous les sens. Quoi. C'est toute la phase amont, et ce qu'on retrouve aussi quand on fait un site web, c'est pareil au final. Exactement. Quand on fait un site web, on va d'abord travailler un zoning, on va faire une maquette très schématique, mais où est-ce qu'on va placer les blocs, on va commencer à imaginer aussi les contenus, même s'ils ne sont pas définitifs, on va imaginer aussi le fonctionnement de la page, et du coup au moment du développement, la personne qui va faire le développement, elle a déjà tous les éléments, elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Moi, j'ai même tendance à dire que parfois, le travail amont, il est presque plus important que toute la partie production. Parce qu'en fait, si ça a été bien fait, si c'est bien précis, si c'est bien détaillé, si on sait où on veut aller, au final, le reste, après, c'est une promenade de santé, entre guillemets. Il n'y a plus qu'à exécuter. C'est exactement ça, il n'y a plus qu'à exécuter. Donc une fois qu'on a terminé cette première phase où on a comme un document, comme une feuille de route, voilà, pour que les gens comprennent bien, c'est comme une feuille de route qui va vous suivre pendant la phase de tournage, donc la deuxième phase, où là on va tourner ce qu'on a tourné en respectant... ou pas d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'en faisant le tournage de sa vidéo, on peut se rendre compte que ce qu'on avait imaginé, en fait, c'est pas terrible, donc on peut ajuster un petit peu, on n'est pas non plus tenu de... Faut pas être trop rigide non plus. Exactement, faut pas être trop rigide non plus, c'est juste que ça permet d'avoir un cap et d'éviter de perdre trop de temps, donc non seulement dans la phase de tournage, mais aussi dans la phase de tournage, la phase de montage, la troisième phase, donc la dernière phase, où à partir du moment où on sait à quel montage on veut arriver, on arrête de perdre un temps fou en disant mais qu'est-ce que je mets comme image, je sais pas par quoi commencer, et je me rends compte que j'ai oublié de tourner des images d'illustration pour illustrer tel ou tel message. Donc il y a 3 phases, mais effectivement ça rejoint tous les leviers finalement dans une stratégie de com. On réfléchit, on tourne, on monte, et puis après on diffuse. Donc là c'est pareil sur la diffusion, c'est important d'anticiper. Moi, je fais souvent ça, par exemple, alors pour mes propres contenus. Je vais avoir une vidéo que je vais diffuser sur ma chaîne YouTube dans un programme en particulier. Donc, je pense toujours à faire une petite bande-annonce pour la mettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est plein de petites logiques comme ça. Il faut vraiment essayer de penser comme une chaîne de télé, finalement. Sans avoir l'objectif de devenir une chaîne de télé, parce que c'est pas forcément ce qu'attendent les gens, mais je trouve que c'est intéressant de regarder comment elle fonctionne. Et parce que quand il y a un film qui est diffusé à telle date, pendant 3 semaines avant, on a de la bande-annonce à tout va, parce que ce qu'on a envie, c'est que les gens regardent nos vidéos, donc il faut donner toutes les chances à notre contenu justement d'être vu. Et voilà, donc en respectant normalement ces 3 phases, ça fonctionne bien. Et puis après, donc là je parle vraiment pour du contenu, pour aller sur YouTube, du contenu vidéo assez construit. Maintenant, pour faire des stories, et encore, on peut aussi avoir cette logique-là quand même avant de prendre son téléphone. Et, la story, ça peut nécessiter un script. Ça peut nécessiter, voilà. Donc ça dépend ce qu'on a envie de raconter. On en revient toujours à cette même question. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans la vidéo que je m'apprête à faire ? Qu'elle soit longue, que ce soit en interview avec quelqu'un, que ce soit court. Notamment, par exemple, on a en ce moment cette grosse tendance avec les vidéos très courtes, donc popularisé par TikTok et maintenant Instagram avec les Reels. Et même sur 30 secondes de vidéo, parfois quand je regarde ce que font certaines personnes, je me dis waouh, c'est super construit quoi. Super construit. Donc peu importe la durée, effectivement, il faut quand même avoir cette logique de conception en amont. De conception en amont. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un autre intérêt à faire ça, au-delà du fait que la production est plus rapide, c'est de s'assurer que ça réponde bien à ce qui était dans la tête du commanditaire, entre guillemets. Parce qu'il n'y a rien de pire, on le voit aussi pour la photo, on le voit pour les articles de blog, on le voit pour n'importe quel contenu en fait. Souvent, on va produire un contenu, et puis quand on va l'envoyer à son manager ou à son client, sa cliente, peu importe, la personne va nous dire « Ah, c'est pas trop ce que j'avais imaginé. » Et du coup, alors déjà, on a perdu du temps, on est un petit peu agacé, parce que la personne, parfois, elle sait pas toujours exprimer ce qu'elle entend, ce qu'elle veut, et donc, ça permet de cette phase de conception de s'assurer
que ce qu'on s'apprête à faire, c'est exactement ce qui est dans la tête de la personne qu'on a en face de nous. Surtout qu'en plus, des fois, on ne pense pas toujours la même chose. Même nous au sein de l'agence, des fois, on se dit on va faire ça, tel contenu, et rien qu'en discutant entre Gwen, Mélissa, Marlène et moi, et ben en fait, on se rend compte qu'on n'avait pas la même idée. Et donc, c'est important de formaliser ça et d'être sûr qu'on est bien tous raccord avec ce qu'on s'apprête à faire. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ont envie de sauter cette étape-là parce que c'est un peu pénible en fait de faire ça. Mais pour autant, ça évite quand même bien des problèmes en termes de temps perdu et d'agacement des uns et des autres. Ouais, c'est effectivement une étape qui est souvent squeezée par plein de marques. Et je pense qu'aussi, ça, pour aller encore un peu plus loin dans la réflexion, c'est que souvent, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est qu'elles-mêmes, déjà en tant que marque, n'ont pas cette réflexion de qu'est-ce qu'on peut apporter en plus de notre produit ou en plus de notre service. Elles n'ont pas du tout travaillé sur l'impact au sens large qu'elles ont envie d'avoir sur la société qui nous entoure. Elles n'ont pas réfléchi à l'histoire qu'elles racontaient avec cette marque-là. Elles n'ont pas réfléchi aux valeurs qu'elles ont envie de transmettre à travers leur activité et donc par leur stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Du coup, ça, moi, souvent, quand on a du mal effectivement à arriver sur une vidéo où on se dit wow, c'est vraiment cool, c'est que déjà en fait à la base la marque ne sait pas réellement ce qu'elle veut parce qu'elle ne sait pas réellement qui elle est et là où elle veut aller. Ça c'est quelque chose que pareil, c'est toujours une question que je pose à mes clients, c'est ok, j'ai compris, vous avez besoin de contenu vidéo, mais en fait qu'est-ce qui se joue pour vous en ce moment dans l'histoire de l'entreprise? Et qu'est-ce qui fait aussi que vous voulez faire de la vidéo? Exactement. Et au final, comment moi est-ce que je peux mettre la vidéo à votre service pour franchir le prochain challenge là que vous avez besoin de relever? Donc ça peut passer par effectivement raconter l'histoire de l'entreprise parce on est nouveau sur le marché, on a un nouvel acteur, donc on a besoin que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire et surtout pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire, parce que quand il y a plein d'acteurs qui sont déjà sur le milieu, pourquoi est-ce qu'on irait pourquoi est-ce que je changerais de marque si ce n'est le prix? Mais à un moment donné, si on réfléchit comme ça, tout le monde va baisser les prix vers le bas et c'est pas bon. Donc le fait de raconter l'histoire en vidéo, parfois, permet, et bien souvent d'ailleurs, permet de se dire ah, mais c'est sympa, la vision qu'ils ont, je me reconnais là-dedans. Quand une entreprise a besoin de grandir, parce que donc ça je pense beaucoup à l'écosystème startup et on en a pas mal en plus dans la région nantaise, donc c'est cool quand elles ont besoin de recruter parce que voilà, elles sont sur une croissance qui est assez fulgurante. Le fait de faire une vidéo pour expliquer voilà ce qu'on attend nous en termes de collaborateurs, voilà comment est-ce qu'on travaille ici, pour donner envie, la vidéo peut aussi c'est clair. peut arriver à ce moment-là. Quand on a besoin donc cette même marque, quand elle a besoin d'asseoir son autorité parce que voilà, ça commence à plutôt bien marcher mais il y a encore des gens qui sont un peu sceptiques, aller faire des témoignages clients en vidéo fait que tout d'un coup on passe dans quelque chose où ah ouais, là ça commence à être sérieux. C'est sûr qu'entre un témoignage écrit avec la photo d'une personne et cette même personne qui passe devant la caméra et qui explique ce qu'elle aime dans le produit, ça change tout, alors que le message est exactement le même. C'est exactement la même chose. En termes d'impact, ça n'a rien à voir. J'ai plus tous les chiffres en tête, parce qu'il y a des études tous les jours sur l'impact de la vidéo dans les stratégies de communication, mais les taux de clics sont complètement délirants. Pour reprendre l'exemple des Reels, la petite fonctionnalité lancée par Instagram il y a un petit moment. Alors il faut faire attention parce que Instagram, dès qu'on va tester une nouvelle fonctionnalité, va nous dire ah c'est super, tu testes ma fonctionnalité, du coup je vais te mettre en avant, du coup tu vas avoir plein de vues. Mais quelles sont les vues? Qui sont les gens qui me regardent? Ça c'est pareil, c'est quelque chose où il faut vraiment se poser la question et pas tomber dans l'illusion des chiffres, même si c'est important, parce qu'il faut quand même qu'on sache à un moment donné si ce qu'on fait ça tient la route ou pas. Mais c'est vrai qu'en termes d'impact, moi, la première fois où j'ai testé la fonctionnalité, plus de 2000 vues en une minute, mais comment c'est possible? Alors après, bon, évidemment, c'est quand on prend un petit peu de recul, oui, effectivement, c'est aussi parce que voilà, c'est un truc qui est nouveau, donc Instagram me met en avant,
Voilà, j'ai utilisé de la musique, j'ai fait quelques petits pas de danse. Bon, d'ailleurs, je rassure tout le monde, les gens qui ont envie de se lancer sur Instagram et avec les Reels, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Vous n'êtes pas obligés de danser. Vous n'êtes pas obligés de suivre les tendances. C'est pas parce qu'il y en a qui le font tout le temps qu'il faut danser en pointant des mots sur l'écran. On n'est pas obligé de faire ça. Ça me rappelle une discussion, ça. Après, si vous avez envie de danser et que vous aimez ça, c'est cool. Allez-y. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on voit finalement que ce soit du contenu vidéo court ou long, qu'on sente votre patte. On se dise, ah mais ouais, ça, c'est eux, ça. Ouais, c'est authentique. Cool. C'est eux, c'est... Et limite... C'est-à-dire que même des gens qui sont pas clients chez vous, ils vont se dire, ah mais c'est cool ce qu'ils font. Ouais. C'est, voilà, pour moi, c'est ça l'objectif d'une marque aujourd'hui. C'est dans son milieu, c'est d'être vraiment la référence finalement, et que les gens soient clients ou non. C'est-à-dire que c'est de la présence à l'esprit. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un style, voilà. Et vous, dans le social media, on en a plein des exemples. Mais nous, c'est ce qu'on dit systématiquement à nos clients. En fait, c'est pas parce que vous allez faire 1, 2, 3, 4 posts sur les réseaux sociaux que les gens vont venir acheter votre produit. En revanche, vous allez être dans leur quotidien. La marque va s'imprimer. Et en fait, le jour où ils auront besoin d'un de vos produits, il est fort probable, je ne dis pas que c'est sûr, mais il est fort probable qu'ils pensent à vous automatiquement. Enfin, donc, voilà, il faut essayer de se dire, il faut imprimer la marque et faire en sorte que le jour où il y a besoin, ce soit presque naturel. Il faut éviter l'écueil qu'on a beaucoup, cette frustration quand on rencontre un vieil ami dans la rue, où on lui explique ce qu'on fait, qui nous dit « Oh, mais c'est bête, ce matin, justement, je cherchais quelqu'un pour m'accompagner là-dessus, puis je cherchais sur Internet, j'ai pris la première personne venue. Si j'avais su que tu le faisais, j'aurais pensé à toi. » C'est exactement le même principe. C'est ce qu'on fait pour nos clients, c'est d'essayer de les faire vivre dans le quotidien de leurs clients potentiels. Et ça, c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, parce que ne peut pas le mesurer, ça. Donc, c'est ça qui est très difficile. Et sur la vidéo, pour parler un peu d'indicateurs, et qu'est-ce qu'on peut surveiller pour voir si ce qu'on fait, ça fonctionne ou pas. Alors évidemment, le nombre de vues est un bon indicateur. Maintenant, il faut faire attention, parce que parfois, ce ne sont pas du tout les bonnes personnes qui voient ce qu'on fait, quoi. Alors, entre tous les amis et la famille qui nous disent « Ah, mais c'est super, j'ai vu ta dernière vidéo. Ah, franchement, c'est cool. Hein. Ouais, mais bon, tu vas pas m'acheter tu vas rien m'acheter, donc c'est sympa. Merci pour le soutien. » Maintenant, est-ce que c'est la bonne audience qui c'est ça. Donc, il faut aller plus loin. Alors, soit on a... je sais pas moi, on fait une série de vidéos pour promouvoir un produit en particulier avec le petit lien qui va bien. Là, on va pouvoir voir, on va pouvoir traquer, voir si la vidéo a bien marché ou pas. Maintenant, il faut bien regarder. Après, c'est du basique, mais les commentaires, les partages, plus que les likes, parce qu'un like, c'est assez facile à laisser, quoi. Hein, donc c'est peu engageant. C'est peu engageant, quoi. Donc moi, je me posais une question, parce que du coup, toi, tu accompagnes des marques pour créer de la vidéo avec elles. Et est-ce qu'il y a un choix, une réflexion qui doit se faire pour la marque, pour choisir le prestataire avec qui travailler? Parce que ça, c'est quelque chose qui a été très marqué pour la photo. Souvent, les photographes ont un style ou une patte quand ils travaillent. Est-ce que pour la vidéo, c'est la même chose? Ouais, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, parce que c'est important qu'il y ait ce feeling, alors déjà humainement parlant, parce que c'est vrai qu'on peut être 10 à faire exactement la même chose. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on nous choisisse nous plutôt qu'un autre? Il y a évidemment la logique de budget, ça c'est inévitable, mais moi en tout cas dans ma façon de faire, j'essaye de faire en sorte que le budget, ce soit vraiment le dernier truc finalement qui fasse la différence. Ce qui est important pour moi, ça va être, comme je le disais, le feeling, et surtout le socle de valeurs communes qu'on va avoir. C'est pour ça que moi je fais le choix de m'orienter vers des entreprises qui vraiment ont cette faculté à développer quelque chose avec les tripes et avec du sens, et avec, si possible, un impact positif, que ce soit socialement ou environnementalement parlant, même moi j'ai du mal à le dire. C'est fou, parce que je me suis entraîné hier et déjà je buguais. Non, enfin voilà, d'un point de vue environnemental. Et parce que je sais que derrière, du coup, moi je vais pouvoir donner le maximum en termes de créativité, en termes de réflexion, et qu'on va pouvoir faire de grandes choses ensemble, en fait. C'est comme ça que je conçois mon métier. C'est pas juste une presta en vidéo. J'ai vraiment envie que
comme les exemples que j'ai montrés dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est comment est-ce que ensemble on va pouvoir travailler sur le long terme et passer les différents pivots qui sont ceux de la vie d'une entreprise. Et alors après, il y a effectivement aussi le style. Vu qu'on est sur des métiers de l'image, forcément, les gens regardent, est-ce que ça correspond, est-ce que ça peut matcher, est-ce que ta façon de filmer, est-ce que ta façon de monter, ça nous correspond. Donc moi, dans ce qui me caractérise, si je puis dire, c'est ce côté très éditorial. Vu que je suis journaliste audiovisuel de formation, dans ma façon de filmer, on va être proche de ce qui se fait vraiment dans les médias. Et ça, pour certaines marques, ça leur parle, parce que y a cette phrase qui dit les marques aujourd'hui doivent devenir des médias pour fédérer autour d'elles. Donc forcément, avoir quelqu'un qui est capable de comprendre un message, de le synthétiser, de le remanier s'il faut, pour en faire un contenu vidéo de A à Z, et ça tout seul, il y a des arguments derrière. Après, ça peut ne pas matcher avec une marque qui va beaucoup être dans la recherche de quelque chose de très artistique, de très poussé visuellement, dans des montages vraiment... Avec des effets. Avec pourquoi pas du motion design, avec des choses comme ça. Ça, tout de suite, moi je leur dis, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Parce que, pour le coup, c'est pas l'approche que j'ai. Et, donc oui, voilà, pour répondre à ta question, Gwen, effectivement, il y a aussi cette nécessité de bien discuter en amont d'une collaboration, parce que sinon ça peut vraiment donner un truc qui est pas bon, c'est perdant quoi. C'est-à-dire que qui correspondra pas à la marque. C'est ça, la marque elle va se sentir lésée. On a mis quand même un certain budget sur la table, et en fait ce que la personne nous envoie, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, et en plus pour le vidéaste, il va se dire mais moi je voulais pas du tout travailler comme ça quoi. Donc oui, il y a vraiment cette nécessité de bien se poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette marque, et pour la marque, est-ce que j'ai envie de travailler avec ce vidéaste. Ça marche dans les deux sens pour moi. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter, alors quand on peut, parce que quand on commence c'est pas toujours évident, mais quand on peut tout de suite dire non mais moi je le sens pas. Ça m'arrive de temps en temps avec des marques qui sont juste dans des logiques d'opportunité de marché. C'est-à-dire que, ok, on est sur tel secteur, on a vu telle opportunité, mais en fait, demain, on pourrait tout revendre comme ça pour aller monter une autre boîte qui n'a rien à voir. Moi, du coup, en termes déjà de vision, ça me parle moins. Je dis pas que c'est moins bien, ça me parle moins. Et en plus, en termes d'histoire et en termes de vision, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir raconter, quoi. Donc, et vu que ça, c'est quelque chose qui est aussi super important pour moi dans la façon de faire des vidéos, c'est-à-dire de raconter des histoires, le mot storytelling qu'on entend de plus en plus, mais qui est très puissant, qui n'est pas toujours bien compris, mais le fait de raconter des histoires, voilà, pour faire simple, parce que les histoires ont cette faculté de capter l'attention des gens, c'est-à-dire qu'on se souvient beaucoup plus quand on nous raconte une histoire que quand on nous présente des faits de manière très factuelle. Moi, j'essaye vraiment d'amener ça dans mes vidéos. C'est-à-dire que, quelle que soit la vidéo qu'on va faire, quel que soit l'objectif, on essaie d'avoir une petite histoire avec de l'humain derrière. Maintenant, si c'est une marque qui veut juste faire du packshot de produits dans tous les sens, avec des effets, ça, c'est pas moi. Mais voilà, il suffit juste de bien discuter avant, et pas de souci. Oui, et puis de regarder aussi d'autres réalisations. C'est ce que nous disait Marine, finalement. La marque, il faut aussi, quand elle va sélectionner des prestataires qu'elle va consulter, en amont, il faut qu'elle s'assure que le style, les références correspondent aussi à ce qu'elle souhaite faire. Ça, c'est clair. Et ça peut même être l'objet d'une collaboration. Je suis beaucoup dans cette phase-là en ce moment, de voir s'il n'y aurait pas des synergies avec d'autres personnes qui font de la vidéo, parce qu'en fait on peut tous s'apporter. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'aime pas trop le mot concurrence, parce que je pense qu'en fait il y a de la place pour tout le monde. Et moi justement ça m'intéresse d'avoir potentiellement à un moment donné dans mon équipe quelqu'un qui va être beaucoup plus créatif que moi, peut-être qui a un profil qui sort des cursus école de cinéma, tout ça, enfin vraiment avec un œil beaucoup plus poussé que le mien, parce que moi en école de journalisme, ce qu'on nous apprend, c'est quand même assez factuel. Donc après, libre à moi de regarder ce qui se fait, de me dire tiens ça c'est pas mal et tout,
Maintenant, puis il y a aussi mon esprit, tout simplement. Pour moi, il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Et de se dire à un moment donné, ok, j'adore ce que tu fais, travaillons ensemble. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des collaborations qu'on peut faire. Parce que moi, sur la partie message, histoire qu'on va raconter, et toi, la traduction visuelle, ça peut donner un truc génial, quoi. Donc, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est pour une entreprise qui veut se lancer, on a parlé un peu de la méthodo. On n'a pas parlé du matériel. Si on veut se lancer, on sait vers où on veut aller, il y a une cohérence, et on a envie de faire soi-même, ou peut-être de se faire accompagner, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut faire durablement, donc on a besoin de s'équiper. Quel matériel on peut privilégier pour se lancer au démarrage? Alors, pour filmer, donc pour tourner des vidéos, un smartphone dernière génération, ça suffit amplement. Alors, dernière génération, je dirais qui date pas d'il y a plus de 5 ans, quelque chose comme ça. Parce que même un smartphone qui date d'il y a 4 ans, et ce, quelle que soit la marque. Alors, il va y avoir les Pro Apple, les Pro Samsung, peu importe la marque, tous les smartphones dernière génération font largement le travail pour de la diffusion sur Internet. Okay. Et vu que les marques en général, on ne pense pas tout de suite à faire des spots de pub pour le cinéma, pour Internet, un smartphone suffit. Ensuite, si vous avez la certitude de faire des interviews ou des prestations face caméra, des petites capsules face caméra, investissez dans un micro. Alors, vous avez 2 types de micros en général, ce qu'on appelle un micro d'ambiance. C'est un micro que vous allez placer juste au-dessus de votre smartphone et qui va capter le son devant lui. Donc ça, c'est pour moi le minimum. Maintenant, attention, parce que ça prend tous les bruits aussi environnants. Donc si jamais vous enregistrez une petite capsule face caméra et qu'il y a des travaux pas très loin, vous risquez de les entendre en fond. Donc attention à ça. Donc le mieux pour capter du son, pour capter de la voix, ça reste un petit micro-cravate. Donc petit micro-cravate, comme à la télé. Vous voyez parfois les présentateurs avec ça. Il en existe pour smartphone, vraiment pas cher. Vous allez sur Amazon, vous allez trouver à votre bonheur pour une trentaine d'euros avec un son optimal. Les Rode sont, la marque Rode, c'est Rode, assez accessible. Vous pouvez y aller. Sennheiser également, c'est très très bien. Un petit trépied également pour avoir des images qui sont bien stables. Donc là, c'est pareil, ça dépend ce que vous avez à filmer, mais ne faites pas l'impasse dessus, vous en aurez besoin de toute façon à un moment ou à un autre. Et puis un petit peu d'éclairage. Donc on a beaucoup en ce moment, donc là c'est toujours pareil, si jamais vous avez envie de faire des interviews ou des petites capsules face caméra, vous avez les anneaux de lumière, les ring lights, que beaucoup d'influenceurs utilisent pour vendre leurs produits. Mais là c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher et ça permettra d'avoir un éclairage optimal pour vos vidéos. Donc pour tout ça, très franchement, vous pouvez vous en sortir. Donc si vous avez déjà le smartphone, je pense que pour moins de 100 €, vous pouvez vous équiper. Et après, libre à vous de monter en termes de qualité, en termes de niveau de matériel. Vous aurez tout le temps, au fur et à mesure, si vraiment la vidéo, c'est quelque chose qui vous plaît, qui a de l'impact et qui répond, en tout cas qui a de l'écho chez votre audience, et bien après, ça sera toujours le moment de se dire, est-ce qu'on n'achèterait pas peut-être un appareil photo pour avoir une qualité d'image encore supérieure ou une caméra, tout est possible. Il y a vraiment... En fait, pour moins de 100 €, déjà, on peut se lancer, on peut apprendre les fondamentaux, les bases, la lumière, le son, etc. Et après, au fur et à mesure, si on veut monter en gamme, on peut ajouter des éléments, on peut acheter un stabilisateur, si on veut se filmer en marchant. Mais le mieux, c'est déjà de commencer avec la base, ça suffit amplement. Et dans le matériel, est-ce que on a aussi quand on va filmer avec le téléphone, est-ce qu'on filme avec l'application du téléphone native ou est-ce qu'on a d'autres applications qui peuvent nous permettre de faire des choses un peu plus sympas pour la captation puis après pour le montage? Ouais, moi je filme avec un logiciel qui s'appelle Filmic Pro et que pour moi je trouve la référence pour enregistrer des vidéos parce que vous allez avoir accès au même réglage qu'une caméra finalement. Vous allez pouvoir régler la balance des blancs, le niveau du son, la colorimétrie. Vous allez avoir accès à plein de paramètres auxquels vous n'aurez pas accès si jamais vous filmez avec l'application directe du téléphone.
Donc après, c'est toujours pareil, ça dépend, ça dépend ce que vous voulez faire, mais Filmic Pro, je crois que si je dis pas de bêtises, on doit être sur une vingtaine d'euros, Ouais. donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Il en existe plein d'autres, j'ai pas forcément les noms en tête. Après, en montage, vous avez des applications de montage, donc InShot, qui est un logiciel très bien, très facile d'utilisation, très intuitif. C'est ça qui est bien, c'est que même si vous partez de zéro, vous allez pouvoir y arriver. Il y a un autre logiciel qui s'appelle VN. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel que je peux recommander? Premiere Rush qui est de la suite Adobe. Donc dans la suite Adobe, vous avez Premiere Pro qui est là pour le coup vraiment orienté. Si vraiment vous êtes dans une logique de production assez poussée, Premiere Pro c'est très bien. Mais il y a quelques années, Adobe a sorti Premiere Rush qui est vraiment très très accessible. Où vous n'avez pas 1 milliard de fonctionnalités. On est sur du glisser-déposer. Enfin, c'est vraiment très très intuitif. Et la particularité de ce logiciel-là, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez avoir des templates graphiques de motion design préétablis où vous allez pouvoir personnaliser les polices, la couleur, et ça donne tout de suite un effet assez sympa pour faire un petit générique au début de ces vidéos, pour faire des incrustations de texte à un moment donné si vous avez envie de souligner certains moments de votre message. Et voilà, donc on est sur 12 € par an, si je dis pas de bêtises, sans engagement. Testez, vous verrez bien. Enfin, il y a plein de logiciels aujourd'hui. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, pour faire la vidéo, la barrière à l'entrée est quand même très faible par rapport à il y a plusieurs années, où là, tout de suite, on avait un matériel qui pouvait devenir assez conséquent. Là, au final, pour se lancer avec une centaine d'euros, ça suffit. Si on veut quelques applis en plus, 150 €, puis après, au fur et à mesure, on va pouvoir rajouter des choses. Mais déjà, c'est bien pour tenter des choses, quoi. Ouais, et je rajouterais d'ailleurs en dernière recommandation, alors pour filmer, pour stabiliser et pour prendre du son, il y a la marque DJI, qui est assez, qui propose je trouve des outils qui pour le coup correspondent vraiment à des gens qui partent de zéro, et ça fait plusieurs années qu'ils ont lancé, donc pour concurrencer la GoPro, l'Osmo Pocket, et là ils ont sorti la deuxième version il n'y a pas très longtemps, je l'ai acheté et foncé. Donc vous l'avez en 2 exemplaires, la première donc, de base à 309 €, donc si voilà, vous avez pour projet de faire beaucoup de vidéos, ça peut être super intéressant, et une version à 509 € où à l'intérieur vous avez un micro sans fil, un petit trépied et plein de petits accessoires. Donc la particularité de cette caméra, c'est qu'elle rentre dans la poche, donc en termes Donc elle fait tout. d'encombrement, et elle fait tout. Captation, son, stabilisation. Exactement. Ouais, Et typiquement, tu parlais tout à l'heure de quand vous marchez dans la rue et que vous avez envie de parler, donc ça c'est beaucoup le format vlog, hein, quand on veut immerger notre audience dans ce qu'on est en train de vivre avec notre activité, bah ça c'est parfait. Et pour le coup, 0 compétences techniques requises. Vous l'allumez, elle s'allume, c'est stabilisé, c'est parti, vous filmez. Ben, Ça, c'est top, ouais. Ouais. oui, c'est vrai. Nous, à l'agence, on a l'Osmo mobile, donc pour poser le mobile dessus, qui est très bien aussi. Mais là, l'Osmo Pocket qui fait tout en un, c'est top. Hein. Alors, pendant qu'on est sur les échanges de petites choses très concrètes à faire, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu étais très friand des petites vidéos astuces et conseils. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces toutes simples pour faire une bonne vidéo ? Alors, ça dépend de la vidéo que vous avez envie de faire. Ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure dans les astuces. Vraiment, réfléchissez. Autre astuce que je peux donner, si vous savez que vous allez avoir plusieurs vidéos du même type à faire, enfin en tout cas à diffuser, enregistrez-les tout en même temps. On va les batcher. Ouais. Voilà. Ça, c'est super important. Si vous avez, par exemple, je sais pas, si sur votre compte Instagram avec votre marque, vous vous dites que tous les mercredis, vous allez partager un conseil en lien avec votre activité. Eh bien, essayez dans la mesure du possible de rédiger vos scripts en amont. Donc, si vous faites ça une fois par semaine pendant un mois, donc ça fait 4 conseils à imaginer. Les 4 conseils, vous les imaginez en même temps. Vous les tournez en même temps et vous les montez en même temps. Ce qui vous permettra d'avoir une marge de manœuvre pour la diffusion et puis de rester dans l'énergie surtout, parce que ça c'est quelque chose, alors ça je parle, c'est typiquement pour du face caméra, quand on fait ce choix d'être face à l'objectif, il
y a une certaine énergie à avoir. Enfin voilà, c'est pas un exercice qui est évident pour tout le monde. Donc mettez toutes les chances de votre côté, et si jamais c'est un jour où vous vous sentez bien, vous avez bien le texte en tête et tout ça, faites tout d'un coup. Comme ça vous permettra de bénéficier de l'énergie du moment. Du coup, pour les vidéos de ton compte Instagram, tu te fais des petites journées tournage? Exactement, c'est exactement ça. Sur les Reels notamment, j'essaie d'en tourner plusieurs d'un coup, ce qui permet d'optimiser son temps. Hein, parce que d'une semaine à l'autre, c'est pas dit que je puisse toujours penser à tourner telle ou telle vidéo. Donc, surtout pour les petites séquences de 30 secondes, allez, on peut, je pense, arriver à trouver à un moment donné dans son agenda, de se dire, bon, allez, je vais me bloquer une matinée, et je vais faire tout le contenu du mois, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que la clé de la régularité, c'est le traitement en l'eau. Enfin, on en a parlé dans l'épisode, alors ça doit être l'épisode 15 ou 16, je sais plus, 15 sûrement, sur comment optimiser son temps pour les réseaux sociaux. Et une des clés, c'est de regrouper des tâches d'une même nature, parce que le cerveau, il sera focus sur cette tâche et on sera beaucoup plus efficace, et c'est moins épuisant que de le faire toutes les semaines et de revenir dessus. D'ailleurs, nous on travaille comme ça aussi à l'agence. Hein. Pour nos clients, on va fixer des plages de 1 heure, 2 heures, 3 heures pour le même client, pour le même contenu, et après on va passer à autre chose. Finalement, c'est la même chose pour la vidéo. Et on réinvente rien, c'est ça qui est bien, il y a vraiment des parallèles avec ce qu'on fait, quoi. Et alors, à l'inverse, les erreurs à ne pas commettre, ça je sais que c'est une vidéo que tu as sortie il n'y a pas très longtemps, les erreurs qu'on voit trop souvent dans les vidéos. Oui, alors c'était notamment pour du face caméra, parce que c'est vrai que c'est un axe que je développe beaucoup sur mon compte Instagram pour encourager les gens à se montrer, enfin en tout cas à humaniser un petit peu plus ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y avait effectivement une vidéo où je parlais de 3 erreurs, je crois, à ne pas faire quand on fait du face caméra. Alors, il y en avait une, c'était ne pas faire attention à l'arrière-plan, à ce qu'il y a derrière nous. Parfois, ça arrive, je vois des gens, c'est super intéressant ce qu'ils racontent. Par contre, dans le fond, c'est dommage, la personne n'a pas vu qu'il y avait quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, ce qui fait que du coup, notre attention se focalise sur ce qui se passe derrière. Et c'est dommage, parce que on n'écoute pas le message. La façon dont on se positionne aussi par rapport à l'écran. Il y a parfois des gens qui se mettent beaucoup trop loin ou beaucoup trop près. Donc il faut essayer d'avoir un équilibre en ayant un petit peu d'air et en dessous et au-dessus de la tête. Voilà, qu'est-ce que j'avais donné d'autre comme conseil ? Ah oui, ne pas regarder l'objectif. Il y a beaucoup de gens, quand ils font ou des stories ou des petites capsules face caméra, ils ont cette tendance à regarder leur écran pour voir ce que ça rend. Donc du coup, le regard plonge sur l'écran et on a l'impression qu'il ne nous regarde pas. Donc il faut bien penser à regarder l'objectif de l'appareil photo. J'avais vu une astuce comme ça d'un journaliste qui fait de la vidéo mobile, qui expliquait qu'il avait mis un petit autocollant autour de son objectif. Et comme ça, quand il filmait quelqu'un, ou même quand lui se filmait, il disait, vous regardez cet endroit-là, vous regardez surtout pas le retour. C'est ça. Et c'est vrai que j'étais presque tenté de le faire aussi, parce que on se souvient pas toujours, quand on est face cam ou de l'autre côté, où est l'objectif. Et c'est vrai que c'est bien de se dire, attention, faut pas regarder le retour, ce qui est tentant, de regarder ce que ça rend tout de suite. Il faut vraiment regarder l'objectif, et c'est bien de se mettre un petit autocollant ou quelque chose qui attire le regard. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi le lâcher prise. C'est un autre conseil, enfin astuce, on appelle ça comme on veut, que je peux donner. C'est que parfois je suis frustré parce que je sens, pour connaître certains entrepreneurs, pour les voir comment ils sont dans la vie et tout ça, je me dis, mais mince, si tu décidais à un moment donné de te montrer un peu plus sur tes réseaux sociaux, dans ta communication, mais en fait, ton aventure entrepreneuriale, elle pourrait prendre une dimension vraiment tout autre. Et souvent, le frein qui revient, c'est ouais, mais moi je suis pas à l'aise avec mon image, et puis je sais pas quoi raconter, et puis qu'est-ce que vont penser les gens. Je pense qu'il y a très peu de monde qui, après avoir tourné une vidéo, se dit waouh, là j'ai été génial. Incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais en général, même des gens qui sont plutôt à l'aise, moi je suis quelqu'un de plutôt à l'aise avec ça, mais parce qu'en même temps c'est mon métier, j'ai appris à faire ça avec le journalisme. Après l'enregistrement d'une vidéo, il y a toujours ce truc de mais ça aurait pu être mieux et tout ça. Et à un moment donné, je me dis non mais ok, en fait c'est fait. Est-ce que ça répond à l'objectif ? L'énergie elle est là.
c'est cool, on y va. Donc vu que la perfection n'existe pas de toute façon, parce que sinon on rentre dans une logique où on refait sans cesse, on pourrait toujours faire mieux, donc il faut lâcher prise. Nous on a un principe à l'agence, c'est que si on attend que quelque chose soit parfait pour le lancer, c'est qu'il est déjà trop tard en fait. Voilà, donc voilà, il faut se lancer et tant pis. Et moi j'ai la même chose que toi. Chaque fois que je vois une vidéo où je me dis ah non, là il faudrait que je la refasse, c'est trop tard. Et c'est le même principe que quand tu vas donner une conférence ou un cours. Personne se dira waouh, j'étais excellent. C'est les autres qui vont te le dire. Mais toi, forcément, à un moment donné, tu vas avoir tendance à dévaloriser aussi la prestation. Donc, pars du principe que ça ne te plaira pas. Et pose-toi la question de est-ce que ça atteint vraiment son objectif. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, normalement, quand on a bien fait donc tout ce travail de préparation, que du coup le contenu correspond vraiment à notre cible, le fait de recevoir les premiers messages en mode waouh, super la vidéo que tu viens de sortir. Ça faisait un moment que j'avais un problème là-dessus. Merci d'avoir sorti cette vidéo-là. Ok, bon, bah, ça vient calmer l'angoisse et, et tout va bien. Je voudrais poser une question avant qu'on passe à la conclusion, parce que je pense qu'on a largement un tout petit peu dépassé le temps imparti. C'est la question de l'anecdote professionnelle. Moi, j'aime bien poser cette question dans le pod. C'est quelle est l'anecdote professionnelle que tu pourrais nous raconter en lien avec le sujet du jour ? Une anecdote qui t'a fait prendre conscience de l'importance, en fait, de ce sujet. L'anecdote auquel j'ai tout de suite pensé, c'est une collaboration avec une cliente, enfin, qui est toujours d'ailleurs cliente. C'est intéressant, on est sur plusieurs missions là, pour réaliser des vidéos ensemble, justement pour faire grandir son activité. Et la première vidéo qu'on a fait ensemble, c'était pour raconter l'histoire de son activité. Donc on avait échangé un petit peu avant déjà ensemble pour voir comment est-ce qu'on allait tourner cette vidéo-là. Et au moment du tournage, j'ai été scotché par la transparence et par l'authenticité de la personne en face de moi, donc, qui s'appelle Marion. Et elle m'a raconté des choses où même moi, du coup, pendant le tournage, je me disais, mais waouh, c'est absolument dingue. Donc des choses assez compliquées. Donc pour la faire vraiment très simple, c'est une personne qui travaillait dans les ressources humaines avant dans une société. Et ça s'est très très mal passé. Il y a eu des histoires de harcèlement moral, de choses assez graves, où elle a même pensé à un moment donné à mettre fin à ses jours. Et c'est dans cette période-là qu'elle s'est dit « Ok, moi je vais monter une société, une fois que j'irai mieux, pour essayer de réinventer la façon dont on fait des RH dans ce pays. » Donc c'est pour ça qu'elle a monté sa boîte. Et donc au moment de me raconter tout ça, il y avait vraiment une émotion où je me disais... On sort totalement du cadre d'une vidéo, là, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment incroyable. Donc d'ailleurs, je lui ai dit à la fin, mais merci d'avoir livré tout ça, parce qu'il y aurait plein de gens qui n'auraient pas tout raconté comme ça. Il y a même beaucoup d'émotions, enfin, quelques larmes pour elle à un moment donné. Et l'impact qu'a eu cette vidéo quand on l'a sortie, on a été dépassé. Ouais. On a été dépassé. Pourtant, en termes de réalisation, on en parlait tout à l'heure, c'était elle, dans son bureau, donc on avait fait un cadre assez joli, mais rien de bien complètement fou. Donc juste elle qui répondait à des questions, pas d'image d'illustration, juste elle. Eh bien l'impact qu'a eu cette vidéo, donc notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'elle l'a diffusée dessus, même elle ne s'attendait pas à ça en fait. Et le fait de raconter l'histoire et le vrai pourquoi est-ce que j'ai créé mon activité spécialisée dans les ressources humaines, donc en externalisé. Elle a reçu un nombre de messages. Ah, mais je savais pas que tu étais passé par toutes ces étapes-là. Du coup, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui tu mets autant de cœur à développer ton activité avec telle valeur, avec tel process, avec telle façon de faire. Et là, je me suis dit, mais ouais, franchement, c'est pour ça que je me lève en fait. C'est pour ça que je me lève. En fait, c'est pas tant la vidéo, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec. Et franchement, c'était un moment où je m'en souviendrai très très longtemps parce que. C'était la première fois qu'on se voyait, on avait échangé avant, mais le fait qu'elle me livre tout ça, on parle quand même de tentatives de suicide, de choses comme ça, de choses où les gens auraient pu être très pudiques, mais à juste titre, hein, et l'impact qu'a eu cette vidéo-là, et le cap qu'a passé son entreprise juste après ça, je me suis dit, ok, là on est sur un truc intéressant. Ouais, parce que c'était authentique, c'était vrai. C'est ça, sans calcul. Voilà, sans calcul. Et ça permettait aussi de donner du sens à sa démarche. Totalement. Totalement. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui la connaissaient déjà, qui sont clients chez elle ou des amis,
qui lui disait, mais c'est fou parce que je te redécouvre encore. C'est-à-dire que je savais ce qui t'était arrivé, mais ce que tu dis dans cette vidéo-là, je l'avais jamais entendu. Mais c'est vrai que la vidéo, ça a un côté hyper immersif, un peu comme le podcast différemment, mais ça... On vit des choses en regardant une vidéo qu'on n'a pas en lisant quelque chose ou en regardant une photo. Enfin, c'est encore un cap au-dessus, je pense. C'est exactement ça. Il y a ce côté, effectivement, impact émotionnel. Déjà, le fait de voir la personne, tout de suite, on a cette empathie, le fait de pouvoir jouer, alors sans virer dans le pathos, mais rajouter un petit peu de musique, les plans qu'on va pouvoir faire et tout ça. Il y a effectivement, je pense, pas d'équivalent, même si on peut avoir beaucoup d'émotions en lisant un texte ou en regardant une belle photo. Pour moi, la vidéo, on est aujourd'hui dans ce qui se fait mieux en termes de comment est-ce que j'ai envie de marquer les esprits dans cette jungle que sont les réseaux sociaux. Si c'est bien fait, pour moi, effectivement, c'est le meilleur moyen de se connecter avec son audience et de rendre sa marque mémorable, parce que c'est ça l'objectif, c'est faire en sorte que les gens se souviennent. On se reconnaît bien là-dedans. Super. Bah écoute, est-ce que avant de se quitter, tu pourrais conclure cet épisode en 3 mots ou en 3 phrases à retenir? 3 mots, je vais choisir les 3 mots, je pense que c'est plus simple. Je dirais qu'en guise de conclusion, la vidéo, c'est quelque chose d'accessible. Le premier mot, ça serait accessible. Il faut vraiment s'enlever de la tête que je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué techniquement. C'est faux. Il faut désacraliser le côté matériel. Exactement. Vous n'avez pas besoin de vous suréquiper pour faire vos premiers pas en vidéo. Parce que souvent, les gens ont tendance à se dire il faut tout de suite qu'on produise des films absolument incroyables. Non, faites des petits pas et la vidéo, avec un smartphone, on l'a dit, ça suffit. Le deuxième, c'est impact. On en parlait juste avant. C'est, je pense, aujourd'hui le média le plus adapté, qui va vous permettre non seulement de capter l'attention, et ça c'est un enjeu fondamental, parce que voilà, la jungle des réseaux sociaux, l'abondance de contenu, les gens vont s'arrêter sur votre contenu si c'est en vidéo, ça c'est bien. En revanche, après, il faut bien vérifier à ce que vous mettez dans votre contenu vidéo pour qu'il reste sur la vidéo, parce que c'est très facile de scroller. Donc une fois que vous avez capté l'attention, travaillez bien quand même le contenu pour que ça réponde à une problématique ou que ça lui apporte quelque chose dans sa vie de tous les jours. Et puis, le dernier mot, ça serait transformation. Là aussi, on en parlait juste avant. Je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après. Ma marque utilise la vidéo. Ma marque n'utilisait pas la vidéo avant et elle l'utilise aujourd'hui. Vous verrez la différence. Et retenez ça, c'est que la vidéo peut être cet outil aujourd'hui qui peut littéralement transformer ce que vous êtes en train de faire. On devient accro, quoi. Totalement, c'est ça. Super. Et merci beaucoup à toi. Merci à vous, c'était super. Merci beaucoup Cyril. Pour l'invitation. Et peut-être qu'on t'entendra de nouveau un de ces jours au micro du pod. Avec grand plaisir, moi je reviens quand vous voulez, on est bien ici. Il me semble que toi aussi tu as un podcast. Tout à fait. Si tu veux dire 2 mots pour ton podcast. Ah super, trop cool. T'en as pas parlé dans ta présentation. Non, c'est vrai, effectivement, je suis resté focus sur la vidéo. Et j'ai effectivement un podcast qui s'appelle Il était une fois. Le principe, il est tout simple, c'est l'illustration en fait de mon amour pour les histoires et les parcours de vie et les parcours d'entreprise. C'est un podcast qui a 1 an maintenant, que j'ai imaginé pendant le premier confinement. On avait du temps pour réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire là pour partir à la rencontre d'entrepreneurs qui ont décidé à un moment donné de tout quitter dans leur vie pour monter un projet de cœur. Donc le principe de ce podcast, c'est une discussion. Un petit peu dans l'esprit qu'on a fait là aujourd'hui. Une discussion dans laquelle j'essaye de comprendre l'histoire de l'entrepreneur qui est en face de moi. Donc c'est en général en 3 parties. On s'intéresse dans un premier temps à ce que fait la personne aujourd'hui. Voilà, elle m'explique, moi je fais ça, la vision que j'ai avec mon activité c'est ça, ce qui me plaît dans mon activité c'est ça. Ensuite on essaye, dans une deuxième partie, de remonter au moment où la personne a eu un déclic. Je suis assez fasciné par les transformations humaines. C'est-à-dire qu'il y avait une situation initiale, un élément perturbateur,
qui a donné lieu à la création d'une entreprise. Donc on essaie d'aller en profondeur sur comment la personne a vécu ça, parce que ça peut permettre d'inspirer aussi des personnes qui, en ce moment, ne seraient pas bien et se disent « mais waouh, on peut faire ça, en fait, on peut y arriver ». Et dans une troisième partie, on remonte encore un peu plus dans la timeline et j'essaye de voir si déjà, dans l'enfance, l'adolescence, il n'y avait pas des choses qui prédestinaient à ce qui se passe maintenant pour la personne. Donc on est dans un voyage, une discussion assez intimiste, assez longue. Donc la saison 1 est terminée, il y a eu 5 invités, je travaille sur la saison 2 qui reviendra au mois de septembre et ça pour le coup ouais, l'idée c'est vraiment de montrer que c'est à la portée de tout le monde. Alors évidemment entreprendre c'est pas si simple, mais si on a ce truc au fond de nous, il faut pas se mettre des barrières sur ouais mais j'ai pas fait le parcours, l'école de commerce pour commercialiser tout ça. En montrant finalement tous ces parcours, donc ça va aussi bien d'un contrôleur à bord des trains à la SNCF qui a démissionné pour devenir photographe indépendant. Ça va aussi bien d'une fille d'une amie entrepreneur qui travaillait avant dans une maison d'édition, qui a tout envoyé un boulet pour rédiger des biographies pour les particuliers. Donc voilà, on est dans des parcours qui à la base, on se dit mais comment c'est possible de faire un switch pareil. Et mon idée, c'est vraiment que les gens se disent c'est peut-être possible pour moi. Et en écoutant tous ces parcours-là, eh ben, je crois que l'aventure vaut le coup d'être vécue. Donc voilà. C'est beau. Merci Cyril. Merci à vous. C'est très sympa de m'offrir ce temps pour parler de ce projet qui me tient à cœur. Super. Et je vous dis au revoir à tous les deux et aux auditeurs. Merci Gwen. Bonne journée. Merci. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode du pod. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.